Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Apéro Auto. On reprend les bonnes vieilles habitudes. Alors moi, c'est Apéro Auto. Voilà, parce que, donc le bon vieux principe, c'est j'emmerde la loi Evin. Et ça, c'est un préalable. Donc, je vais faire un petit tour. J'ai toujours ce tic-là, je dis toujours autour de table, même s'il n'y a plus de table, parce qu'on ne se voit plus, on ne se parle plus, etc. Puis tout le monde est loin. Je vais commencer par le plus vieux, enfin mon plus vieil ami. Mais voilà, c'est pas loin, je pense, d'être encore, qui me parle encore. Je pense que c'est mon plus vieil ami parce qu'on s'est connus de très loin. On habitait la même ville quand on était jeune. Bon, lui, c'était un fils de notable, c'était le fils du maire, du député, il était sénateur, maire et tout, donc ça rigolait pas. Donc on l'appelait Monseigneur. Mais bon, du coup, on est restés proches et puis on s'est retrouvés chez Carrefour à faire de la prostitution dans la grande distribution, travailler dans un hangar à bateaux. Ceux qui connaissent verront le clin d'œil. Donc, mon ami Jean-Jacques Robert, le mec qui a perdu tous ses cheveux en vendant du couscous. Et donc, qui maintenant, je ne sais plus le titre exact, mais il est toujours chez Kayaba. Il était directeur commercial. Enfin bon, il a un poste à emmerde chez Kayaba. Non, mais il restructure, hein, il pense maintenant. C'est pour ça qu'il a perdu ses cheveux. Thomas Roux, qui est en dessous, qui est, je pense, le plus jeune de nous tous, que j'ai rencontré, on a recherché comment. C'est une amitié d'Internet. Il a les mêmes névroses. Enfin, avoir toutes les mêmes névroses que moi, c'est compliqué, parce que j'en ai beaucoup, mais il en a certaines, c'est-à-dire qu'il aime bien les caisses à la con, et en particulier les japonaises. Il a fait des exploits d'achat ou de tentatives. Est-ce qu'il est plus prudent que moi? Il pèse beaucoup plus. Il dépense aussi plus. D'achat en Angleterre. C'est pas faux. Et puis, dans la vie, il fait des trucs chiants, mais il fait des trucs qu'il vaut mieux être pote avec lui parce qu'il s'occupe de la paye. Donc, il faut faire gaffe parce que sinon, ça se passe mal. Donc, lui, il essaie de se débattre avec le Covid et les changements d'une semaine sur deux des nouvelles versions. Et le troisième, le plus beau, le plus sympathique, c'est jamais, ça peut servir. C'est vrai. On ne dit pas assez, mais c'est vrai. Que j'ai rencontré via mon camarade Nicolas Lapéruque. C'est l'honorable et l'excellent Jean-Baptiste Ledal, avocat, spécialiste en droit routier, mais il nous expliquera que maintenant il est passé dans le droit de la prostitution et le droit de la mobilité. Non, je déconne, vous verrez pourquoi j'ai fait ces petits trucs-là. Donc maintenant, il savait déjà tout faire, mais maintenant il s'occupe aussi de trottinettes. Tout à fait. Il faut être très ambitieux. D'ailleurs, on va commencer mais on va pas commencer par le cœur du sujet, on va commencer un truc d'actualité. C'est-à-dire qu'il est parti un peu on a vu une actualité ensemble, il en dira deux mots sur le fait que maintenant, dans certains endroits, en particulier en zone de montagne, c'est une grande subtilité à la française, il faut avoir des pneus neige, des chaînes, enfin bon, avec des conneries. Mais en fait, il dérivera pour expliquer, pour déboucler ce truc-là d'actualité. Mais en fait, comme moi, je suis un grand fan de BMW, il m'a touché au plus profond de mon cœur sensible d'enfant. C'est-à-dire que avant qu'il convole et qu'il enlève définitivement une jeune fille, il partageait cette jeune fille et aussi l'amitié du père de la jeune fille qui était prêt même pour s'en débarrasser. Non, je dis des conneries. Il était prêt à lui prêter sa voiture pour aller au ski. Voilà. Mais Maître Ledal n'avait pas compris à l'époque. Il était encore jeune. Avant, il était passé par la traction avant, une Fiat Punto 45 par exemple. Non, je déconne. Et donc, il avait pas compris. Fiat Uno 45. Donc, c'est meilleur. Mais c'est vrai que j'ai mon beau-père qui avait une BMW. C'est un de mes regrets. On a toujours des regrets automobiles, des trucs qu'on n'a pas pu garder ou des trucs qu'on a vendus et qu'on regrette après. Ça, c'est un de mes rares regrets. C'est la BM de mon beau-père. C'était une 530i, une E34. Alors, la E34, c'était celle des années 80. Et qui s'est fini en début 90. C'était une des dernières années qu'il l'avait. C'était une 94. Donc 94, c'est celles qui ont les grosses narines devant. Et puis surtout la 530i, elle avait un V8. Elle avait un V8. C'était le V8 des générations d'après. Donc il y avait 530i, 540i qui remplaçait la 535. Et c'était une très très belle bagnole. Et on s'est beaucoup amusé avec. Alors, je la regrette parce que c'était la version rêvée, c'est-à-dire noir, onyx, les jantes BBS, le cuir noir, enfin tout ce qui va bien. Et c'est vrai qu'on discute. Ton beau-père était gitan alors? Non, il n'était pas gitan, il était avocat. Mais je te rappelle, on parle des années 80 et des années 90. Donc, dans les années 80,
les Gitans n'avaient pas encore les BMW série 5, ils les ont eu après. Ils avaient des Alors, ils E12. avaient celle, tu vois, des années, ils avaient celle de Mesrine. Ils avaient celle de Mesrine, mais ils n'avaient pas celle d'après. Et donc, non, j'ai pas mal circulé avec celle-là. Et notamment, je l'ai embarqué, celle-là, je l'ai embarqué à la montagne. J'ai embarqué à la montagne. J'ai embarqué ici, là. Je suis en Franche-Comté, là. C'est pas mon bureau d'habitude. Et on est parti, je me rappelle, avec ma femme. Alors, on avait pas mal, j'empruntais souvent ça, la BMW. Mais on est parti une fois, c'était en plein hiver pour venir ici. Mais j'ai jamais autant galéré de ma vie avec la BM. Elle était avec des pneus sport, tu sais, les Pirelli, là, les P0, je sais pas trop quoi. En gros, t'as rien dessus. Et c'est là que je me suis fait mettre minable, mais par les Panda 4x4. J'ai découvert les Panda 4x4 ici. Les BX, pareil. Alors, les BX te mettent mais minable. Tu as la belle BMW, mais on te met minable. Je suis arrivé, mais ici, je suis arrivé au bout d'une heure et demie, si tu veux, en Vatanen style, c'est-à-dire qu'à chaque tournant, je chassais un petit peu. Je suis arrivé, mais trempé. Et puis, on est resté pas mal de temps ici parce que quand je suis arrivé, bon, déjà, j'étais épuisé. J'étais content parce que j'avais pas foutu la caisse dans le décor. Bon, ma femme était encore en vie, donc j'étais pas mal rassuré. Et puis, je pose à l'époque, on n'avait pas encore la baraque, je pose les valises. C'est un petit gîte et je leur dis, oh là là, j'ai un petit peu galéré, etc. Comment je vais repartir demain? Et les mecs me disent, mais ne vous inquiétez pas, il va y avoir le chasse-neige. Alors, j'ai attendu le chasse-neige, mais ils m'ont dit, il va pas passer aujourd'hui. J'ai attendu le chasse-neige 3 jours. Puis au bout de 3 jours, je vois un petit tracteur qui arrive. C'est le tracteur avec, mais pas le vrai chasse-neige, le tracteur avec juste la lame dessus. Et puis en gros, le tracteur, il a rien foutu, c'est-à-dire qu'il a juste foutu un mur, mais un mur de neige devant la bagnole. Et puis, je suis resté comme un coup. Donc, au bout d'un moment, je suis sorti avec une pauvre pelle. On a commencé à déneiger. On a foutu des trucs. Alors, on a foutu des cartons, des cartons sur les roues, des bouts de branches. C'était un peu genre Paris-Dakar style. Dès qu'on accélérait, ça foutait tout en l'air. Ouais, je me suis pas mal galéré avec cette bagnole et c'est là que j'ai appris qu'en fait, il y avait les pneus neige. Il fallait mettre les pneus neige quand on vient, par exemple, à la montagne. Et on en parlait avec François parce on a vu ce texte. Alors, tous les ans, on nous dit, tiens, est-ce que c'est déjà obligatoire, les pneus neige, les chaînes, etc. Et en fait, ça fait déjà maintenant 4 ans. Puis on a le législateur français qui a voté une loi qui s'appelle Montagne 2, parce qu'il y avait une loi Montagne 1, et qui dit oui, il y a besoin de ça. Alors, il nous manquait le texte d'application. On l'a cette année. Et avec François, on se disait, c'est un peu pour le coup, la montagne qui accouche d'une souris, parce que en fait, il suffit d'avoir des chaînes dans sa caisse. En gros, c'est ça. Chaînes ou chaussettes. D'ailleurs, on a Hum. chaussettes, les petites chaussettes. Donc, en fait, ça va pas résoudre grand-chose parce que, par exemple, là, je suis venu avec ma bagnole. J'ai bien évidemment les pneus été, mais ça, c'est parce que, voilà, je suis pas un vrai mec de la montagne. Et ici, ils ont déjà tous, tous, ils sont en train de foutre les pneus neige. Donc, c'est un petit peu ce qui permet de circuler l'hiver. Mais en fait, avoir les chaînes, bon, c'est un petit peu, donc, c'est la petite innovation. Mais on l'attendait depuis des années, ce texte, hein. C'est clair que ça change strictement rien. Enfin, bon, comme Ça change d'habitude. rien, ça change pas grand-chose. Parce que Ça il va y a peut-être dû, inciter un petit il y a dû y avoir du lobbying de je sais pas qui, de façon comme d'habitude. Bon, mais alors, du coup, comme on parlait gitan, et ça me fait rebondir avec Monsieur Robert qui m'a expliqué que, comme il était il y a un moment, alors je ne me souviens plus pourquoi il se faisait prêter des autos. Vous voyez, je suis cerné que par des mecs qui se font prêter des caisses. Et des belles autos, hein, parce que ton corps défendant, quand même, elle est noire, cuir noir, quand même, avocat, enfin, on voit le genre. Bon, je te taquine. Mais donc, Jean-Jacques, tu sais quoi, avais une belle, à un moment, on t'a prêté une belle safrane. Elle est courte, mais je trouve Ouais, qu'elle est sympa. j'ai vécu un moment de tristesse en fait, puisque j'avais pas de voiture, j'étais dans le sud et j'ai un copain garagiste qui me dit, écoute, je peux te dépanner d'une voiture, tu viens la chercher, tu viens, je te prête une voiture, pas de souci. Bon, il avait une Mégane standard, enfin il avait quelques bagnoles, donc je me suis dit, bon, je devrais pas trop frôler la catastrophe. De toute façon, le pire n'étant jamais sûr, ça devrait pas trop mal se passer et je vais pas bien loin. Et en fait, j'arrive au garage et là, il me dit, écoute, j'ai récupéré une voiture, c'est une première main, c'était un papy, tu vas voir, elle marche bien. Bon, elle n'est pas toute nickel. Bon, ok, là, donc je commence, c'est les gars du Sud, hein, donc il faut y mettre la distance nécessaire.
Et là, j'arrive et je vois une magnifique Safrane Ericsson, hein, des années 2000, le vernis cuit par le soleil, hein, une belle bleue, mais avec des auréoles, en fait, hein. Même les plastiques latéraux en fait extérieurs étaient cuits. C'était deux couleurs, ils étaient gris et noir. Donc c'était un patchwork plutôt pas mal. Par contre, l'intérieur, pas trop mal. Bon, tout dans son jus. Tu t'enfonçais dans le siège. Bon, je me débonne pas. J'ai besoin d'une voiture. Allez, je me lance. J'y vais. Et puis bon, je me dis, bon, à la limite, je m'en fous, hein, l'habit ne faisant pas le moine, je m'en fous, ça ne va pas nuire à mon image. Jusque-là, tout allait bien. Et en fait, j'arrive dans Marseille, je m'arrête à un feu rouge et là, il y a un, un Rome, hein, pour ne pas le citer, parce que j'ai le droit de le dire, je suis né dans les années 70, alors il y a des mots que j'ai le droit d'employer. Alors, il y avait un Rome au feu rouge, là, qui attendait, et je suis la quatrième voiture sur ce feu rouge, et je vois le Rome. Alors, en Rome, dans le sud, ça insiste, hein, donc la première voiture, il cogne au carreau, s'il vous plaît, donnez argent. Bon. Je le regarde, moi j'étais au feu, détendu, hein, deuxième bagnole, pareil, troisième bagnole, il insiste. Et là, au moment où il tourne la tête, il me voit, il détourne le regard et il me snob complet en passant à la voiture de derrière. Et je me suis dit quand même, il y a une grande leçon, parce que les mecs, ils n'ont pas une thune, mais ils savent détecter une voiture pourrie, détecter un mec qui ne doit pas avoir d'argent. Il y a une grande leçon de marketing là derrière, parce que le gars, il te profile au feu rouge. On les prend pour des gars qui ne sont pas malins, mais ils sont malins. Donc, Et moi, moralité, je me dis quand même, le gars, il manque pas de toupet. C'est-à-dire, il m'a snobé, il m'a même pas regardé. Il a regardé comme ça et il est passé. Et je me dis, sans déconner, elle doit vraiment être monstrueuse, cette caisse. Et effectivement, bah, écoute, hein, le feu est passé et le rhum est passé. Voilà. et surtout, par contre, ce que tu n'as pas ébauché comme idée, c'est qu'il n'est pas identifié que tu étais un gros enculé, que tu donnerais rien. C'est vrai, et j'ai même pas pu lui dire non. Tu vois, c'est ça qui est le plus C'est ça, en frustrant. fait, qui t'a déçu. Voilà, c'est ça. Tu vas pouvoir l'envoyer chier, quoi, c'est ça. D'accord. Non, Tu mais sais, le coup de balai il a d'essuie-glace eu de pitié. Il a eu pitié. Voilà, c'est tout. C'est ce Voilà. que je me suis dit. C'est ce que je me suis dit. Comme quoi, ils sont malins quand même. Tu vois, ils savent à qui s'adresser. Et tu vois, la BMW noire, intérieur noir, eh ben, il sait que c'est un bon parti. Bon, comme on parle de bons clients et de mecs qui détectent les beaux états de véhicules et ou le mec qui est un vrai professionnel de l'automobile, moi, je pense que Thomas, il faut que tu nous parles de tes expériences d'achat de Subaru parce que tu en as fait des pelletés et tu as deux, trois moments de solitude où le mec est d'une honnêteté. Il aurait pu être, oh non, je ne vais pas dire ça, il aurait pu être homme et d'une honnêteté parfaite. Et puis, il dit tout va très bien. Et puis, quand tu commences à regarder le détail, ça pue un peu, quoi. Oui, alors oui, effectivement, j'ai plusieurs exemples. Enfin, j'en ai vu tellement des Subaru. Le problème, c'est qu'à chaque fois que je change de voiture plaisir, il y a forcément une caisse qui revient, c'est l'Impreza Turbo. Alors, ça peut être la GT Turbo, ça peut être la WRX, ça peut être la WRX STI, mais à chaque fois que je veux changer de voiture plaisir, l'Impreza revient forcément dans la shortlist. Donc, j'ai trois exemples précis. La première, ça va te parler, François, puisque c'était une anglaise. C'était une Impreza P1, donc une 3 portes. Alors, j'ai pas été plus loin que l'échange de mails et puis les conversations téléphoniques et les échanges de photos, où le mec m'a assuré qu'elle était nickel de chez nickel. Alors moi, mon inquiétude sur ces voitures-là, c'est les Impreza, ça roule forcément de l'arrière-train, si j'ose dire, et du châssis. Donc j'avais demandé les photos les plus précises possibles du châssis, etc. Le contact était bien passé avec le gars. Il m'avait envoyé toutes les factures. Il t'avait envoyé des trucs, tu vois, il t'a envoyé un peu de lubrifiant, un peu de vasine, des trucs comme ça pour qu'il y ait des premiers échanges sympathiques, quoi. Alors voilà, on n'a pas été jusqu'à ce degré d'intimité, mais bon, on n'en était pas loin, quoi. La chose s'est gâtée quand il m'a envoyé effectivement les photos du châssis, où grosso modo, alors j'ai envie de dire le point positif, c'est qu'il n'avait pas cherché à maquiller la chose, comme ça peut arriver de temps à autre. Chez un Anglais, jamais. Contre, Là, je m'inscris en faux. Un Anglais malhonnête qui maquillerait une voiture pour te la ça vendre, n'existe pas. C'est ça pas n'existe possible. pas. Ça n'est pas possible. Et donc voilà, j'ai reçu les photos du châssis et j'ai bien senti que si je me déplaçais jusque là-bas, grosso modo, je plantais le tournevis dedans, à n'importe quel endroit du châssis, il passait à travers. Donc j'ai laissé tomber.
C'est dommage parce que l'auto était bien placé en prix. Voilà, au niveau historique, c'était clair, mais voilà, comme on a pu en discuter, moi je pars toujours du principe que une auto, si on l'achète et qu'elle a des soucis, il vaut mieux qu'elle ait des soucis en mécanique qu'en carrosserie. Quand on n'est pas du métier, ça coûtera quand même moins cher à réparer. Ouais. Alors, les deux autres anecdotes que j'ai, c'était en France. Alors, il y en a une sur laquelle je vais passer très rapidement. C'est à l'époque où j'ai acheté la version STI. Alors, moi, j'ai une passion pour ce qu'on appelle les blow-by, c'est-à-dire celles avec les gros feux avant. Les gendarmes. Voilà, Ouais, voilà. les gendarmes. Moi, j'appelle Non, les gendarmes. celle juste avant, en fait. Les blow-by, c'est celles qui avaient les gros yeux. Après, tu as eu les bulk eyes, qui étaient effectivement avec des arrondis et puis des carénages au-dessus. Et puis après, il y a eu les hawk eyes, avec la génération avec le 2,5 litres, où effectivement les feux étaient plus effilés. Et en fait, donc j'ai été voir une STI blow-by. L'annonce était claire. Encore une fois, l'historique était très clair. Par contre, le propriétaire m'a dit, je suis extrêmement respectueux de la mécanique, etc. Le châssis est nickel. Enfin bon, comme d'habitude, on va dire. Temps de chauffe toujours respecté. Voilà. Ça, c'est la mention obligatoire pour une belle petite annonce. Exactement. Pour un bel entubage. Ça fait toujours bien. 3 cartes grises à faire, mais temps de chauffe toujours respecté. Voilà. Pas une faute d'orthographe dans l'annonce. Enfin, si, une dizaine. Et j'ai fait centrale, et c'est pour ça que c'est. Exactement. Et, la voiture n'a pas tourné depuis 3 ans, et j'étais au placard. Il y a juste une batterie à faire, c'est bon. Elle redémarre au quart de tour. Et en fait, celle-là, j'ai laissé passer d'une part parce que le mec est arrivé au lieu de rendez-vous pleine balle. C'est-à-dire qu'on n'était pas très loin de l'autoroute, je l'entendais arriver, il était déjà à 5 km. J'exagère à peine. Il arrive pleine balle sur le parking et il coupe direct. C'est bien sur un moteur turbo. Enfin bon, après chacun sa méthode, mais bon, moi c'est le genre de truc qui me plaît pas trop, quoi. Et bon, sinon extérieurement la voiture était propre. Par contre, je suis passé en dessous. Il y avait la caisse était pleine de goudron en dessous. Donc je me suis dit il y a un loup. Au bout d'un moment, j'ai regardé quand même l'auto pour être poli. J'ai testé. Elle était saine au niveau comportement, au niveau moteur, etc. Mais t'es trop exigeant. T'es trop exigeant. Ah, je suis assez perfectionniste, ouais, effectivement. Et alors le dernier, c'est quand j'ai acheté ma STI, je voulais une 2005, c'est-à-dire l'année où où Subaru a mis en France, si on accepte la Petersolberg de 2004, mais bon, ça c'est une série spéciale, où ils ont mis le DCCD, c'est-à-dire le contrôle de la transmission, où soit c'est l'ordinateur qui gère la répartition de la puissance entre l'avant et l'arrière, soit on le gère directement via une petite molette dans l'habitacle en disant moi je veux 65% de la puissance à l'arrière pour avoir une voiture un peu plus joueuse, ou 50-50 comme c'est la marque de fabrique de Subaru. Et donc j'arrive, c'est au Vésinet dans les Yvelines. C'est pas un château où habite le maître, mais presque. Donc ça met plutôt en confiance. La voiture est clean de chez clean, intérieur, extérieur, labé moteur nickel. Et le mec me dit ouais, mais vous savez, moi j'ai un poste très élevé chez un grand équipementier français. Alors je vais pas le citer, mais ça s'appelle Valeo. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le mec, il a acheté la voiture neuve chez Subaru à Pontoise. Il a fait l'entretien de contrôle à la fin des 1500 km de rodage. Et après, il m'a dit, j'ai fait tout l'entretien avec des pièces que j'ai récupérées chez Valeo. Mais aucune facture de pièces, aucune facture d'entretien. Il m'a dit qu'il avait fait ça par chez des mecs de Valeo, je veux bien le croire, mais j'ai aucune trace. Et surtout, la voiture, quand j'ai été la voir, elle avait 7 ans, la distribution n'avait jamais été faite. Sur une Subaru, la distribution, c'est mais le mec était dans le moyen, 5 ans. il avait des problèmes d'argent, en fait. Et donc, il était obligé de pas. faire des économies. Je pense pas au prix de la voiture par rapport au prix de sa baraque. À mon avis, il était largement perdant avant la Subaru. Mais enfin, non, mais des fois, je rigole, mais des fois, c'est vrai que tu comprends pas trop les fonctionnements de certaines personnes sur l'entretien. Et bon, j'étais prêt à faire un petit effort. J'ai essayé de négocier un peu, sachant que j'avais un très bon ami à moi qui entretient toutes mes voitures, qui était à 2 km à côté, qui est venu la voir avec moi, puisque lui, il en était à sa 10e Subaru. Je dis, écoute, si je l'achète, viens direct dans ton garage, on fait la distrib, on fait un entretien sérieux et puis on n'en parle plus. Mais ce qui m'a un peu gonflé, c'est que le mec m'a pris de haut, quoi.
Oui, mais vous comprenez, je suis contrôleur des gestions de chez Valeo, moi je m'y connais, etc. Vous y connaissez rien, donc voilà, j'ai lâché l'affaire. Et surtout, il voulait pas négocier un seul centime sur le prix. Ah bah alors là, hein, s'il voulait pas lâcher un peu le cochon, moi je vais me mettre dans l'autre sens. T'as les mecs qui viennent qui disent bah alors, faites une petite remise. Eh non. Et là, Bah, moi tu sais, après, chacun sa façon de voir les choses. Moi, j'ai du genre à chercher des véhicules qui sont corrects et à un budget ouais, non, non. raisonnable. Si je peux gratter 500 balles par-ci par-là, ok, mais avec des arguments justifiés. Maintenant, voilà, là, la voiture était à 15 000 euros, si je me souviens bien. Je lui en ai proposé 14 000 en lui disant, bah voilà, une distrib sur une Subaru, ça coûte quand même un petit peu. J'ai aucune facture de pièces. Enfin voilà, j'ai argumenté mon discours, si tu veux, mais je voulais pas le saigner. Si vraiment je voulais le saigner, je lui aurais dit, écoutez, je vous en propose 10. Il n'y a pas d'entretien, il n'y a rien. Votre bagnole, c'est une merde, et puis c'est tout. Mais voilà, je pars du principe à la base, je cherche et puis je vais voir des voitures qui me semblent à un tarif raisonnable. S'il y a une petite marge de négo, tant mieux. Et que je peux le justifier, tant mieux aussi. Si c'est pas justifié, bon bah je passe mon tour et puis c'est tout. Ce qui m'a surtout gonflé, c'est qu'ils me prennent de haut, quoi. mais c'est non, bah, moi, non, mais là moi c'est moi qui fais un peu la transition. C'est plus que je réagissais par rapport aux histoires de négo et tout parce que quand tu as vendu, mais toi c'est ton cas aussi quand tu achètes et quand tu revends beaucoup de voitures, le défilé des PNQ ou alors les mecs qui par message te disent tu t'affiches à 15 et qui disent je vous en propose 7000 en liquide. C'est ça. Et là, j'ai toujours cette belle question qui me tarde de poser directement aux gens en leur disant et si c'est pas en liquide, c'est comment? C'est en chèque en bois, c'est en épis de maïs, vous payez comment si c'est pas en... Qu'est-ce que j'en ai à taper que tu me payes en liquide? Avec des faux billets, peut-être à la limite, ça me rend service, mais enfin bon, je veux dire, le truc qui me laisse, bon, et c'est pas le sujet, mais des fois ça perturbe un peu de voir le fonctionnement de certaines personnes et aussi ça rejoint un peu ce que tu dis, c'est-à-dire pour autant, et je pense que c'est ce que tu as fait quand tu as acheté ta RX7, c'est que ta RX8 pardon, c'est que bah il y a aussi des gens de temps en temps civilisés, c'est-à-dire que quand tu es au bon prix, ils voient la voiture à correspond truc et ils ne sont pas encore grattés encore 300 balles et machin. Enfin, il y a quand même encore 2-3 personnes civilisées par rapport à ça. Mais par contre, moi, ça me fait penser aux achats de produits, de véhicules qui sont des affaires. Jean-Baptiste, toi, tu as un réseau de copains et copines qui ont des véhicules qui font peu de kilomètres, qui font que des petits trajets dans le bois de Boulogne et a priori, tu as des affaires à faire, non? Parce que tu m'as dit que tu avais beaucoup de clients qui pouvaient te proposer. Alors, je m'adresse aussi Ça à mes roule pas très camarades. vite dans le bois, hein, généralement, de toute façon. Ouais, Donc, mais alors, c'est c'est des voitures plutôt qui sont pas matraquées, hein. Non, mais c'est plutôt le problème, c'est plutôt des camionnettes. Mais je sais que Jean-Jacques, il cherchait une camionnette avec pas beaucoup de kilomètres pour trimballer les motos des gosses. Et a priori, tu as des coups à faire, Jean-Baptiste, c'est ça, non? Ouais. Non, mais on en parlait un petit peu de cette clientèle. Alors, c'est une clientèle que j'ai moins. C'est ce que je te disais, ça va, ça vient. C'est un peu comme les équipes de Enfin, foot. ça va, ça vient. C'est beau, c'est beau. Ah ouais, Voilà. c'est le cas de le dire. Mais c'est un peu comme ça, les équipes de foot. T'as un mec qui te recommande parce que, alors, les footballeurs, pour ça, c'est vraiment un bon filon parce que les mecs, ils ont quand même pas mal de fric. Souvent, tu as des internationaux. Donc, les internationaux, en fait, ils n'ont jamais de permis parce que, en fait, ils ont un permis en Allemagne ou ils ont un permis et ils viennent en France, mais ils vont peut-être repartir au bout de 6 mois. Donc, ils s'en mettent pas. De toute façon, ils savent pas faire tout ce qui est administratif, ils le font pas. Donc, ils ont jamais le permis qui vaut bien. Ils se font toujours choper en excès de vitesse parce que les mecs, ils roulent en Maserati, en Lamborghini, au bout d'un moment. Alors, ils vont pas bien loin, mais ils se font choper. Et puis, bah, on défend un, et puis il y en a un qui file le nom, bah, tous les gars de l'équipe. Et puis, au bout d'un moment, bah, tes contacts partent, ou ils partent à l'étranger, donc tu es content pour eux, mais bon, moi, je ne plaide pas à l'étranger, donc voilà. Et ça fait un peu pareil avec les péripatéticiennes. Donc, les péripatéticiennes, à un moment, on a eu tout un filon. Et donc, elles se filaient notre nom, et puis, oh, on a eu, allez, 5-6 ans, on a eu une petite clientèle de péripatéticiennes. Et on en discutait avec François parce que là, on a le couvre-feu. Et le couvre-feu, donc dans les grandes villes, on pense à plein de gens qui vont être embêtés aussi. Et les péripatéticiennes, ou les péripatéticiens, ils vont être quand même pas mal embêtés. Leurs clients vont être embêtés. Et c'est des gens qui vont pas pouvoir bosser le soir. Et donc ça, c'est quand même une grande tristesse. Et sur ces péripatéticiennes, on avait alors ça, c'est devenu un peu une des petites histoires du cabinet. Parce que ces péripatéticiennes, pourquoi est-ce qu'on les a au cabinet? Parce que ce sont des conductrices. Donc, elles conduisent, bah, comme disait François, les petits camions. Et on avait eu comme ça une cliente qui était venue nous voir il y a des années
Et puis, elle avait eu un problème, bon, je ne sais plus si c'était de l'alcool au volant, plus de permis, enfin, elle avait un problème de droit routier. Et ça s'était très, très mal passé au niveau de la garde à vue. C'était loin, c'était à une époque où il y avait encore pas mal de garde à vue en droit routier. Et ça s'était très mal passé. Alors, elle s'était fait arrêter. Elle était avec un ami qui circulait avec elle. Et en fait, ça s'était très mal passé dans les locaux de la garde à vue parce que on lui avait demandé d'enlever ses collants. Parce que quand on est en garde à vue, pas que les gens se suicident, et ben on leur enlève les lacets, on leur enlève les ceintures et puis les collants. Alors, quand on enlève les lacets, en général, c'est pas trop embêtant parce qu'éventuellement, on a des pompes, ça tient moins bien. Quand on enlève la ceinture, bah, normalement, on a toujours un pantalon. Et quand on enlève les collants, bah, normalement, on a une culotte. Et sauf que là, bah, cette personne n'avait pas de culotte. Et donc, bah, tout de suite, ça l'a un petit peu mise très mal à l'aise de devoir enlever ses culottes alors qu'elle n'avait pas de culotte. Et ma jeune collaboratrice qui plaidait le dossier, arrive le jour J à l'audience et puis ça se passe pas très bien. Ça se passe pas très bien avec un procureur qui commence à insinuer que notre cliente était peut-être péripatéticienne. Alors ma collaboratrice est partie tout de suite dans les tours. Quand elle est revenue au cabinet, elle était mais rouge comme une pivoine. Et puis elle vient me dire ouais Jean-Baptiste, le procureur, tu comprends, il a dit que notre client, genre, il l'a traité de pute. Alors moi, je lui dis, quoi, c'est inadmissible, comment est-ce que vous osez? Déjà, cette personne qui est partie en garde à vue, on lui a demandé d'enlever son collant, et là, vous la traitez de prostituée, etc. C'est inadmissible, qu'est-ce qui vous permet? Enfin, elle est vraiment montée dans les tours. Le procureur était vachement emmerdé, puis bah, de temps en temps, on se dit, bah merde, bah, en fait, non, ça ne devait pas être une péripatéticienne. Et donc, la cliente s'en sort avec pratiquement rien parce que tout le monde était très emmerdé au tribunal. Et puis, elle me dit, ouais, mais tu te rends compte quand même, insinuer que c'est une péripatéticienne. Puis là, je regarde, je dis, mais bah, ouais, mais, bah, c'est une péripatéticienne. Puis elle me dit, mais quoi, c'est une péripatéticienne? Je dis, bah oui, mais elle me dit, mais tu me l'as pas dit. Bah, je dis, bah oui, je te l'ai pas dit. Bah, je sais pas, ça me semblait évident. On est au Bois de Boulogne. Un petit camion, Bois de Boulogne, avec un ami sur le fauteuil passager. Sincère, un ami sincère. Un ami sincère, et puis surtout, il y a un petit indice, c'est quand t'as pas de culotte, en général, bon, Bois de Boulogne, bon voilà. Et donc, c'est devenu un petit peu ce truc. Bon, ça a fait marrer tout le monde au cabinet, mais pendant des années. Et c'est devenu un peu le truc de bizutage. C'est-à-dire que dès qu'on a des nouveaux collaborateurs ou nouveaux collaboratrices, si on a un dossier avec une péripatéticienne, ben on leur file dans les pattes, sans leur dire bien sûr que c'est une péripatéticienne, et on voit quand est-ce qu'ils vont découvrir que notre client ou notre cliente, voilà, a une activité un peu spéciale. Donc ça, on s'est bien marré. Mais on a plein de dossiers. On a eu un nouveau dossier il n'y a pas longtemps. Je te parlais. Alors effectivement, François m'a présenté en disant que je suis un avocat du droit automobile, mais maintenant, c'est plus chic. Le mot à la mode, c'est droit des mobilités. Hein, donc, mobilité, on dit mobilité, tout de suite, ça fait plus chic. Et je fais mobilité parce que je fais la trottinette aussi. Donc là, on est en train de finaliser avec mon éditeur un bouquin sur le droit des trottinettes. C'est bon quand on passe de la pipe à la trottinette, quoi. Pardon. Alors, pourquoi? Alors, c'est une histoire de télescopage, mais on commence à avoir des dossiers intéressants avec les trottinettes parce qu'en fait, la plupart des mecs ne savent pas qu'il faut assurer ce truc quand même. Donc ça, l'assurance est obligatoire. Et c'est con, mais dès qu'on circule, il suffit qu'il y ait un accident, bah, tout de suite, on est sur des intérêts, des dommages et intérêts qui sont quand même assez importants. Et là, on a un mec qui est parti, bah, c'était après le confinement, donc genre juin, juillet. Et il se dit, tiens, je délaisse la voiture, je suis un mec de l'écologie, je pars en trottinette. Donc, je pars en trottinette au travail, il part en trottinette. Et il traverse le Bois de Boulogne. Quand même, c'est-à-dire que tu vois, ça me fait penser à une blague des nuls, tu sais, quand il passe par le bois, il passe par le parc et justement, il chope une gonzesse. Et donc voilà, c'est le mec, tu vois, il travaille, il est sérieux, il a un sac à dos, un casque écolo, mais il passe quand même par le bois, au cas où. Ouais, non, mais attends, mais en vrai, à Paris, c'est très bien. Mais hey, la dernière fois que je suis venu te voir, bon, déjà, bon, alors certes, c'est sur un bateau, mais c'est quand même à Boulogne. C'est pas dans Boulogne, mais bon. C'est pas le bois. C'est pas le bois. On a des drogués, mais on n'a pas de péripatéticienne. Ouais, on va voir. Hey, je demande à voir. Enfin, je demande pas à voir, mais Tommy, sur les quais, bon, bah. Et bon, bref, là, il passe par le Bois de Boulogne. Et puis, le Bois de Boulogne, t'as toujours, bah, justement, t'as des gens qui circulent pas très, très vite pour éventuellement
voir s'il ne croise pas un ami ou quelqu'un qu'il connaîtrait. Et alors, il y a une grande règle au Bois de Boulogne. Il y a une grande règle que connaissent tous les confrères qui font du droit routier. C'est que au Bois de Boulogne, en fait, tu es à Paris. Tu es à Paris et c'est les mêmes règles de circulation qui s'appliquent à Paris et au Bois de Boulogne, avec notamment un grand truc, c'est que tu ne peux pas faire demi-tour. C'est-à-dire qu'à Paris, il est interdit de faire demi-tour. Et au Bois de Boulogne, tu n'as pas le droit de faire demi-tour. Et donc là, tu as un mec qui a fait demi-tour parce qu'il est allé voir des jeunes filles, ou a priori des jeunes filles, et puis il est reparti. Et donc, il a fait un demi-tour, et c'est là que notre jeune trottinetteur arrive, et bam, se prend la voiture qui est en train de faire demi-tour. Donc, il nous appelle, il était un petit peu choqué parce qu'il s'est pris une bagnole qui lui a coupé la route, qui faisait un demi-tour. Et puis surtout, ce qui est de marrant, c'est qu'en fait, il s'est fait secourir par de jeunes Brésiliens donc, qui étaient sur le bord du trottoir. Des touristes. Et donc, ils sont allés le récupérer au sol, qui lui ont balancé le nom du conducteur qui avait fait la queue de poisson, parce qu'a priori, c'était quelqu'un de connu de la part de ces jeunes Brésiliens. Et puis, ce qui est marrant, c'est que tout le monde s'est retrouvé au commissariat pour faire un peu témoignage, parce qu'ils ont tous témoigné en faveur du mec à la trottinette. Alors, soit il était très charmant, soit c'était l'autre qui était un enfoiré, on ne sait pas. Et donc, on a ce gros dos où tu as effectivement des trottinettes, des travestis brésiliens, et puis un accident de voie routier. Donc, en fait, tout peut se télescoper. Et ce qu'il faut retenir de ça, c'est il faut faire vachement gaffe quand même au Bois de Boulogne. Il ne faut pas faire demi-tour. La trottinette, c'est dangereux. Et il faut prendre une assurance. Voilà. Et donc, en plus des anecdotes, vous avez le conseiller en droit routier maintenant dans l'apéro. C'est quand même la grande classe, quand même. Ouais. Donc, c'est complet. Attends, tu as une intervention complète, anecdote, conseil, droit. Tout. Tu me redonneras quand même où je fais le règlement pour l'intervention. Alors, François, j'ai une petite question pour Maître Lodel, mais du coup, quand on prend une assurance pour une trottinette, elle est liée à sa propre personne parce que il n'y a pas de plaque d'immatriculation sur les trottinettes. Non, mais on déclare un petit peu ce qu'on a, effectivement. C'est un peu comme une responsabilité civile. C'est une question qui est intéressante parce que si on déclare une autre trottinette que celle qu'on a vraiment, c'est-à-dire que normalement, on déclare une trottinette qui est homologuée. Maintenant, oui. on a un texte, c'est un décret d'octobre dernier, donc qui fixe la puissance, la vitesse max, longueur, taille, etc. Donc, en fait, quand on assure sa trottinette chez son assureur, soit il y a des assureurs qui le font, il y a des compagnies spécifiques trottinettes, et donc on leur envoie tout simplement le modèle qu'on a acheté en disant j'ai cette trottinette, il faut me l'assurer. D'accord. Ouais, ça reste quand même entre guillemets de la bonne volonté, ou de la bonne foi de la part de l'acheteur aussi. Ouais, bon après le truc c'est que si jamais il y a une merde un jour et que vraiment on creuse un petit peu et qu'on va vers de l'expertise et on s'aperçoit qu'en fait on a déclaré cette trottinette et puis on a un autre truc, la compagnie dira non, moi j'ai assuré cette trottinette et pas cet engin de guerre avec 4000 chevaux sous les deux. Mais les assurances qui se défaussent au moindre détail pour pas payer, ça n'existe pas. Ça, c'est comme les vendeurs de véhicules malhonnêtes en Angleterre. C'est des choses qui existent pas. Non, mais après, le job, clairement, le job d'une compagnie, c'est aussi de gagner de l'argent. Donc, au bout d'un moment, l'intérêt de la compagnie, elle est aussi de ne pas rembourser quand elle peut dire, tiens, ça, on m'a pas déclaré ça, ou ce véhicule, c'est pas le bon, ou il y a telle ou telle chose. C'est le jeu, c'est un petit peu normal. Sachant qu'il y a aussi beaucoup de gens qui déclarent pas tout aussi. Je dirais que les torts sont partagés des deux côtés. Mais bon, moi, tu vois, moi qui suis quelqu'un de très honnête, tu vois, je veux dire, je le dis personnellement, mais d'ailleurs, je fais la transition vis-à-vis de M. Jean-Jacques Robert. Donc, avec Jean-Jacques, donc on se connaît depuis une éternité. Et puis, quand j'étais encore étudiant sur la fin de mes études et au début de mon travail chez Carrefour, et j'avais une TVR 350i. Alors, c'est un engin de chasse. Ceux qui connaissent savent, et ceux qui savent ne veulent pas en avoir. Et donc, ce qui est marrant, c'est qu'on a discuté de l'émission, de ce qu'il pouvait raconter comme conneries. Et il m'a dit, non, mais de toute façon, tu te souviens quand on est tombé en panne avec la 350i. Et donc, ce qui est fascinant, c'est que je pense que c'est un acte manqué, c'est-à-dire que j'avais oublié. Pourtant, des pannes en 350i, j'en ai connu quelques-unes. Bon, j'ai quelques amis qui m'expliquent que c'est d'une fiabilité excellente. J'ai aussi eu une Cerbera où je peux vous dire que c'est aussi une boule de pu gigantesque. Ça marche, mais c'est quand même une boule de pu. Et donc, il m'a raconté cette anecdote. Mais voilà, raconte en fait, parce que moi, je ne me souviens pas.
c'est l'âge. Ou t'as occulté. Ouais, C'est l'alcool. aussi. Les deux, mon Non, général. mais c'est le genre d'ami quand même dont il faut se méfier, François, parce que juste en préambule, c'est quand même un gars qui a eu la très très bonne idée, mais la grande gentillesse de me prêter sa moto quand j'ai eu mon permis moto. Mais quand tu viens d'avoir ton permis moto, bon, bah, même si tu as un peu roulé sur des circuits, des choses comme ça, sur la route, tu n'es quand même pas. Enfin, tu es attentif. Et François, à l'époque, il avait un VMAX, mais un truc des années 86, c'est-à-dire un truc qui ne freinait pas. Et il a eu la grande idée de me dire, tu as eu ton permis, allez, je te prête ma bécane, va te balader avec. Et je peux vous garantir qu'un ami comme ça, qui vous laisse faire un tour avec un VMAX, quand vous venez d'avoir votre permis, il faut s'en méfier. Et Paris, je Donc, pense en qu'il n'y a fait, pas non plus. Hein. Là, par Ah contre, ouais, en tu effet, vois. bon, j'arrête. Les gosses, venez voir le Porto, parce que je ne peux plus là. J'en ai plein de trucs que tu as oubliés. Hein. Oui, mais là, il y a des ça, enfants. Pour cette TVR, donc quand même, c'est un engin, je ne sais pas si vous la connaissez, mais bon, c'est un espèce de roadster avec un avant, on dirait la voiture de Batman un peu. Hein, on a l'impression qu'il est fait en polyester. Et un donc, arrière très court. il me dit, ouais, c'est super. Donc, on monte là-dedans. J'ai l'impression d'être dans un concept de car des années 70, en fait. Hein. Boîte mécanique avec le V8, un V8 de Range Rover, ça sonnait comme ça. Avec un moteur de Rover Vitesse, 200 chevaux. Ouais. V8, 200 chevaux, 3,5 litres. Ouais, j'ai quand même de bons souvenirs. Bon, a priori, pas d'huile dehors, donc est très étonnant pour le moment. Donc, on part de Mency. Et puis, on fait pas long, on prend direction Fontenay-le-Vicomte, une déviation, on roulait, il dit, ouais, t'as vu, c'est marrant, t'as vu, il accélère, ça marche et tout. Et puis d'un coup, pof, il n'y a plus rien. Donc, vu que c'est quand même une voiture anglaise, je vous ai trouvé très british dans l'attitude, le flame, le flame anglais, on est resté zen, il a pris la petite déviation, s'est garé sur le côté, bon. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, il me dit, ouvre la boîte à gants, voir. Il y a la boîte à fusible, là. Regarde, remue un peu. Non, il y a un truc, il nous faudrait un truc pour caler, là. Il me dit, il faut trouver un bout, il y a un bout de plastique. Donc, du coup, j'ouvre la porte, je trouve un morceau de plastique sur le bord de la route. C'est véridique. Il me dit, oui, rentre ça sur le relais, là, sur le côté, essaye de le rentrer. Je rentre le truc. Non, mais je lui dis, tu rigoles. Non, non, vas-y. Je rentre ce morceau de plastique, et d'un coup, il tourne la clé, la voiture se remet en route. Et ça c'est quand même exceptionnel, parce que on arrivait là avec ces bagnoles. Jamais, déjà dans ma tête, j'étais en train de me dire, bon, comment on va rentrer la bagnole? C'est loin à pied. Comment on va faire? Il va falloir la tracter et tout. Je chantais la loose arriver, et on a été sauvé par un morceau de plastique. Mais surtout, j'ai reconnu en François un connaisseur des voitures anglaises, parce que mine de rien, quand même, il faut oser. Et donc, on est quand même rentré tranquille. Bon, j'ai plus jamais essayé la TVR. Je crois même qu'il l'a vendue peu de temps après, enfin qu'il a réussi à la vendre. Non, elle est restée. Avec le bout de plastique toujours à l'intérieur. Oui. De toute façon, une voiture anglaise n'est fait que de choses comme ça. La TVR, il y a deux petites histoires sur la TVR à compléter. La première, c'est qu'à un moment, elle m'a fait un problème de relais. Elle est tombée en panne. Je suis rentré, je l'ai garée dans le jardin de mes parents, sur le jardin vraiment à l'arrière, et elle est tombée en panne. Elle m'a ramené et elle est tombée en panne. Donc, j'ai essayé de la dépanner pendant un certain temps. Elle était au milieu du jardin. Mes parents étaient assez conciliants, il faut le dire. Ils étaient gentils. Merci papa, merci maman. Et la deuxième chose qui était magique sur la TVR, c'est que les vitres, tout était… Quand on parle de fabrication artisanale, je crois qu'il y a des gens qui ne comprennent pas bien ce que ça veut dire, la fabrication artisanale. Donc, sa fabrication artisanale, tu t'attends à ce que ça soit un travail de magicien, d'expert, d'artisan. Souvent en Angleterre, du travail de cochon fait n'importe comment. Et donc, j'enlève le panneau de porte. Blackpool, il connaissait, oui, effectivement, oui. Donc, j'enlève le panneau de porte et c'est magique. L'artiste, celui qui avait peint ou qui avait monté le panneau de porte, il y avait un endroit où, derrière la vitre, en fait, l'eau tombait et il y avait une grille au fond de la porte. La haute technologie anglaise. Tu te demandes comment ils ont résisté en 40 face aux Allemands. Et ben, il avait dessiné un petit nuage avec des gouttes pour monter où il y avait l'eau qui devait couler. C'est pas beau, ça, c'est pas de la poésie à l'état pur. Si. Un gars qui s'y connaît en plus, surtout. Et attends, il y en a une autre qui me vient qui est magique. J'achète un Range Rover, un vieux, et il y a le ciel de toit qui se décolle tout le temps sur ces tas de merde. On enlève le ciel de toit et on le retourne.
Et là, il y avait écrit au marqueur, écrit John to Paul, we will have tea at 6. Et donc, les mecs, C'est dans l'ancêtre du l'usine Range SMS en Rover, fait. merde, j'ai pas de papier pour mettre un mot à John. Tiens, file-moi le marqueur. Et là, on lui laisse comme ça en vertical c'est le groupe de l'après-midi. Et là, tu comprends mieux pourquoi les Range Rover des années 80, c'était d'une fiabilité énorme quand même. Tu comprends mieux. Ils ont progressé jusqu'aux années 2000. Hein. Ouais, t'as raison. J'en ai un qui est aussi. J'ai un 2004 qui est aussi un beau tas de merde, même s'il y avait les Allemands étaient arrivés, BM était arrivé, ça n'a pas suffi beaucoup, quoi. Et tiens, en parlant de tas de merde, si on parlait de Wankel. Oh, tout de suite les grands mots. Non, mais le truc improbable, tu vois, c'est un truc que je connaissais pas, donc c'est pas une anecdote, mais c'est une histoire de bagnole et de moteur. Je connaissais pas, donc je trouve que le sujet est assez étonnant pour te dire qu'il y a des mecs qui ont des gros problèmes psychologiques. Oui, effectivement, puisque comme je suis en train de faire des recherches, on va dire, assez poussées sur ce fameux moteur Wankel, je me suis aperçu qu'aux États-Unis, il y en a eu une seule, hein, une Ford Mustang Fastback de 1965 qui avait été équipée d'un moteur Wankel et qui était un moteur destiné à la base aux avions. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand Félix Wankel a commencé à proposer son brevet pour le moteur à piston rotatif, pour son moteur à piston rotatif, parce qu'il y en a quand même eu pas mal, la première firme qui s'est intéressée au Wankel, c'est une firme américaine du New Jersey qui s'appelle Curtiss-Wright. Alors Curtiss-Wright, ils sont plutôt connus pour tout ce qui est aviation et aussi tout ce qui est application marine, entre guillemets, tout ce qui est bateau, etc. Et à un moment donné, ils ont eu l'idée d'installer un Wankel. Ils ont acheté une Ford Mustang neuve chez un concessionnaire Ford du New Jersey et ils l'ont équipé d'un Wankel. Donc c'est un moteur qui fait, alors j'ai plus les données exactes en tête, je crois qu'il fait 185 chevaux. C'est un birotor, c'est un exemplaire unique, c'est un prototype. Et d'après les recherches que j'ai fait jusqu'à présent, c'est un prototype qui a été proposé à Ford, justement, sachant qu'à l'époque, tu avais aussi, il y a GM qui avait pris, General Motors qui avait pris la licence Wankel aussi, qui a fait quelques prototypes, comme une AMC Pacer, la Chevrolet Nova, ou même la Chevrolet Aerovette, qui est peut-être un peu plus connue en matière de concept car de prototype. Et a priori, Curtiss-Wright a montré ce prototype de Mustang à Ford qui a finalement dit bah non, le rotatif, le Wankel, ça sert à rien. On fait déjà de la merde et on n'a pas besoin d'aller payer une licence pour faire des moteurs de daube en plus, quoi. On sait faire des V8 qui consomment à mort de l'essence, pourquoi on va s'emmerder avec un Wankel qui consomme à mort de l'essence et qui en plus n'est pas fiable. Et de l'huile. En plus qui n'est pas fiable, voilà. Exactement. Donc voilà, ça fait partie des petits trucs que via mes recherches sur le moteur Wankel, je tombe petit à petit. Et on se rend compte finalement qu'il y a énormément de marques qui sont intéressées au Wankel. Il y a eu pas mal de prototypes. Lada a fait des prototypes, Skoda a fait des prototypes, Alfa Romeo a commencé à faire un prototype de moteur. Des marques connues mondialement pour leur recherche principale sur la fiabilité. Sur la R&D, la fiabilité. Mais tu te moques, mais j'ai cru voir passer en regardant Facebook à je sais pas trop quelle heure, il y a quelques jours, j'y repense, mais j'ai cru lire qu'il y avait quelqu'un qui était en train de bosser sur un moteur hybride avec à la fois du rotatif et de l'hybride. Pour ce que je trouve un peu… Oui, tout à fait. Ils veulent mettre un moteur fixe, en fait, une power station. C'est ce que tu as raison, Jean-Baptiste, j'ai aussi vu ça, une power station, enfin un moteur fixe pour recharger une batterie avec un Wankel, c'est ça? C'est un range extender en fait, effectivement, c'est un prolongateur d'autonomie. C'est Mazda qui a sorti ça il y a quelques jours ou il y a quelques semaines, si je ne dis pas de bêtises. Et j'ai pas approfondi le sujet, mais je crois qu'il y a Toyota aussi qui est intéressé pour utiliser le Wankel comme range extender, effectivement, pour les voitures. Mais ce qui est bien avec le rotatif, c'est qu'il y a tellement eu de mecs qui étaient intéressés par la technologie, il n'y a que Mazda qui a sorti des caisses. Et bon, après, il faut être un psychopathe pour rouler avec un rotatif Mazda. Mais… Bon, ben messieurs, je vous remercie de votre passage, de votre venue, de votre bonne humeur. De très loin. Alors, il y en a un qui est aux Bahamas, il y en a un autre qui est en train de déneiger. Et Thomas, tu ne dois pas être très loin de chez moi. Donc c'est difficile. Alors, je suis en Île-de-France, dans les Yvelines. Ouais, ça va. En effet, on est à côté.
Bon, merci les gars. Je sais même plus quand est-ce qu'on est. Si on n'est plus en été, on va rentrer dans l'hiver. Ça va commencer à être dur. Mais bon, on pourra faire un petit coup de confinement. Ça sera rigolo. Bon, allez, je vous embrasse Ça va tous. être fun. Merci encore beaucoup de votre participation. Messieurs. Ciao, ciao.